nous restons sur le Mali où nous évoquons donc cette prorogation du régime de sanctions. Dominique Alizou, est-ce que c'est en prorogeant le régime de sanctions qu'on va finalement amener les gens vers ce qu'on veut leur faire faire? Non, je ne crois pas. Parce que les sanctions sont là, mais les groupes ont toujours les moyens de s'équiper en armement, de nuisance bien sûr. Et que bon, ils ont des canaux qu'on reconduise, qu'on ouvre. Et je crois que c'est des incantations qui n'ont aucun impact réel sur le terrain. Sinon, depuis, on aurait pu dire que bon, le régime de sanctions a permis tant soit peu de réduire les différents attentats, attaques et autres là qui pilulent partout de gauche à droite. Et moi, de l'autre côté, c'est nos casques bleus aussi, Togolais qui sont là-bas, et que vraiment, nous devons toujours prier pour eux parce que j'ai rencontré un casque bleu qui est revenu, il dit, une fois ils ont failli sauter sur une mine, et c'est vraiment Dieu seul qui les a sauvés, ils ont vu un petit truc, c'est dans le sable qu'ils enfouissent la bombe, et le chauffeur a eu la présence d'esprit, dit non, de vérifier, voir, et c'était une bombe qu'on a enfouie dans le sable, et vraiment sinon, il ne devait pas rentrer vivant. Donc c'est dire que le problème est réel, mais c'est que dans tout ça là, c'est la France qui devait trouver la vraie solution. Parce que si Kadhafi vivait, je ne suis pas... Ils ont eu cette facilité de prendre une résolution pour dire qu'il faut no-flight zone, c'est-à-dire éviter que les avions de Kadhafi... Mais pour aller le tuer finalement. Et aujourd'hui, tout le monde, les experts, les gens ont dit éviter de tuer Kadhafi parce que la Libye est un pays plein d'armes. Et que sa mort risque de créer tout... Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Il y a des facilités pour des groupes rebelles, djihadistes et autres là de s'armer. Ils n'ont pas besoin d'aller commander, de faire des commandes ordinaires. Même si, si nous prenons le cas de Boko Haram qui sévit au nord du Nigeria. Et que les armes, il a facilement les armes pour faire. C'est dire que quelque part, ces sanctions n'ont pas d'impact réel. Et que les nations, ou bien le Conseil de sécurité devait plutôt penser à des stratégies, puisqu'aujourd'hui le G7 peine même à mobiliser les moyens pour s'équiper, avoir le moyen beaucoup plus sophistiqué pour pouvoir suivre ces djihadistes, ces groupes, pour savoir comment. Mais bon, il y a certains États comme les États-Unis qui refusent systématiquement. Donc tout récemment, après le sommet de G8, G7 plutôt, l'Allemagne s'engage à apporter son aide financière pour... Donc bon, espérons que... Je crois que c'est ces actions qui peuvent éventuellement peut-être... bloquer tant soit peu ces vérités ou ces groupes qui opèrent, il y a djihadistes et tout quoi. Mais lorsque vous êtes quand même dans une situation où vous avez des groupes qui se sucrent avec le trafic illicite de migrants, de cannabis et autres, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont vouloir s'arrêter pour rentrer dans les rangs. Justement, moi je crois que je le disais d'entrée, nous sommes peut-être empêtrés dans une situation qui risque encore peut-être de faire encore une décennie. C'est possible parce que déjà il y a la Libye, je crois qu'il faut toujours rapprocher quand même cet événement à la Libye. Et lorsque nous accusons la France, c'est vrai, la France en est également pour quelque chose, mais nos chefs d'État aussi, parce que au moment où on prenait quand même cette résolution à l'ONU, il n'y avait que 2 chefs d'État africains qui se sont opposés. Et dont Jacob Zuma à l'époque, donc en Afrique du Sud. Les autres se sont tus. Et là, aujourd'hui, la Libye est pratiquement sur les ruines, dans un pétrin total où, au nord donc du pays, même un petit garçon de 10 ans peut avoir quand même une arme. Et compte tenu également de la porosité donc de nos frontières, vous savez, c'est vite fait. Il faut du Mali au sud donc de la Libye, c'est vite fait pour que des armes. Et là, ceux qui quand même devaient être à l'avant-garde au devant de la scène, ne serait-ce que pour bloquer quand même ces trafics là, eux ils se préoccupent pratiquement donc de la manne pétrolière où ils pompent. Donc voilà, où on pompe et puis on leur donne un peu d'armes. Voyez-vous, donc cela ne va pas s'arrêter d'ici le lendemain. Voilà, ils vont prendre des résolutions
oui, pour que au moins la situation se tranquillise, et là, pendant ce temps, eux, ils vont profiter pour faire leur business. Voyez-vous. Maintenant, au niveau donc de la situation politique aussi, ce n'est pas quand même la grande sérénité, parce que Ibeka a eu fait son forcing, et bientôt on sera encore pour les élections. Vous verrez que les gens vont quand même oublier ce conflit-là pour s'attaquer sur le plan politique. Et là, et après, ils vont quand même se rappeler qu'il y a encore une situation au nord qui est perdue. Donc, c'est une situation vraiment délétère et qui risque de durer. Mais maintenant, ceux qui doivent quand même essayer donc également de financer le G7 Sahel pour ne serait-ce que pour prendre la relève, ceux-là aussi ne veulent pas aussi partir de sitôt donc du Mali, parce qu'il y a quand même les ressources minières, il faut également prendre l'or et tout. On voit quand même certaines images. Donc je me dis que les gens vont prendre le temps de bien pomper donc le Mali. Et après, ils verront... Dans la stabilité, bien sûr. Oui, ils verront... Jamais vous évoquiez, enfin, vous parlez de la solution militaire, équiper l'armée malienne. Mais quand on regarde quand même au Mali aujourd'hui, Dominique l'a évoqué, un contingent togolais hier, il y a des contingents d'autres pays qui sont... Est-ce que la solution militaire peut marcher dans un pays où l'autorité de l'État ne s'exprime ni dans le nord, ni dans le centre? Oui, mais déjà que s'il y a cette rébellion qui s'est créée, c'est que le Mali n'était pas... C'est d'abord un pays vaste, donc qui n'était pas totalement gouverné. Et donc, partie du Nord, ces groupes-là ont vite fait de conquérir une bonne partie du pays, étaient en train d'aller vers le sud, du Mali. Donc déjà, un État qui est incapable de défendre son intégrité territoriale, donc ce n'est pas un État. Donc ça part de là. Mais aujourd'hui, la situation est beaucoup plus complexe. Parce que c'est vrai que quand vous prenez les exigences du départ de ce mouvement-là, de l'Azawad et d'autres, c'est demander une réorganisation politique du pays, d'aller vers le fédéralisme. Certains ont voulu même faire sécession. Et ces revendications-là sont toujours d'actualité. Donc, en même temps qu'il y a cette... Hakimi et autres réclament quoi? Vous avez dit que finalement, je dis, il n'y a pas de revendication réelle, physique. C'est des histoires que chacun soit de gauche à droite, puisqu'ils profitent dedans. Donc, bon, pour eux, c'est ça la meilleure, quoi. Il y a plusieurs analyses. On peut même croire que c'est l'Occident qui crée la situation. Et ce n'est pas faux non plus. Oui, pour piller le Mali, mais en même temps, il y a des réalités. Donc, il y a des peuples du Mali qui ne se retrouvent pas dans le Mali d'aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que certains ont pu exploiter toutes ces rancœurs-là et ces souhaits-là, et donc, pour créer cette situation. Mais je pense que... aujourd'hui, les forces qui sont au Mali, la mission de l'ONU qui est là, c'est des gens qui ne combattent pas, qui sont là juste pour maintenir le statu quo, pour ne pas permettre l'évolution des mouvements djihadistes, mais qui les combattent pas. Et donc, ça ne sert à rien, en fait. Il y a la paix, on maintient la paix, mais il n'y a pas d'évolution. Et quand les processus électoraux arrivent, vous verrez que généralement, c'est le sud du pays où on vote. Et l'élection se déroule dans une partie du pays et les résultats sont proclamés pour tout le pays, mais en réalité la vie politique est au sud du pays. Donc on ne n'est pas vraiment cela. Je pense qu'il faut aider le Mali. Mais à ce niveau, je crois que ce qui a été curieux lors du scrutin présidentiel à Gao, dans certaines zones où les gens n'ont pas pu s'enregistrer, mais le parti au pouvoir largement gagné, les gens se sont demandés, mais quand est-ce que les gens sont levés pour aller se faire... C'est généralement le système des partis au pouvoir. Non, pas forcément. Que l'opposition aussi ne fraude pas. On va évoquer maintenant le second sujet, c'est la Guinée-Bissau. Dans un pays en proie à une longue crise politique, le président José Mario Vache a annoncé jeudi qu'il briguerait un second mandat à la présidentielle du 24 novembre prochain en tant qu'indépendant.
Je serai candidat, le candidat de la paix et de la stabilité, a déclaré le président Vache devant des milliers de partisans venus des 4 coins du pays. Jeudi soir, au mouvement qui le soutiennent se joignent 14 petits partis sans représentation au Parlement. Il faut signaler que le président Vache a été exclu du PAIGC qu'il a porté au pouvoir en 2015 et donc il se présentera sans étiquette à 62 ans. Tout de même, Vache est le premier président qui va terminer son mandat en Guinée-Bissau. Tous les autres ont été soit assassinés ou bien ont connu des coups d'État qui les ont dégagés du pouvoir. L'assassinat étant considéré comme une façon de faire la politique autrement dans ce pays luxophone. Sylvestre Béni, voilà un président qui était au primaire de son parti, qui n'a pas été reconduit et qui joue à l'indiscipliné pour pouvoir se porter indépendant. Oui, vous savez, c'est la culture, hein, c'est la culture donc dans ce pays. Et ce qui y a lieu quand même de féliciter qu'au moins lui, il est encore vivant. Parce que c'est un pays où tout se règle par des armes. Voyez-vous, l'ancien président et Nino Vera a été assassiné, d'autres personnes, des ministres, des députés et tout. Même, je me souviens même qu'en 2004, il y avait même un général, chef d'État de la Corée qui a été assassiné, serait-ce que pour des arriérés de sol. On soupçonne qu'il a pris de l'argent et qu'il n'a pas quand même reversé aux militaires. Et là, il y a eu même un coup d'État. Donc, c'est la culture donc des armes. Mais sauf que lui aussi, il est donc indiscipliné. Je me dis que le monsieur est en train donc d'assumer ses actes parce que à un moment donné, il avait même refusé de prendre comme premier ministre Domingo que le parti lui imposait. Donc aujourd'hui, pas lui imposer, mais qui devait, d'autant plus que du moins c'est ce que recommandait donc le Parlement et tout. Mais aujourd'hui, dans son entendement, c'est comme si c'est le retour de l'ascenseur. On veut lui faire payer cela. Donc pour ne pas être comptable de cela, le gars dit maintenant, moi j'y vais en indépendant. Mais on espère quand même que d'ici aux élections le 24 novembre, c'est ça. On espère qu'au moins il sera vivant, d'autant plus que généralement dans ces situations, ce sont des gens qui prennent vite des armes, ne soit que pour l'éliminer et continuer. Voyez-vous, donc on espère au moins, on verra ce que du moins la fait nous réservera. Techniquement, Dominique, il a fini son mandat parce que les élections ont dû être repoussées. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de jeter de l'huile sur le feu par cette candidature? Moi, je trouve que c'est un acteur majeur de la crise bissau-guinéenne parce que il est au centre de tout. Après son élection, il est sorti d'un parti, il est issu d'un parti. Et finalement, il devait respecter la Constitution en nommant un premier ministre venant de son parti. Et finalement, il refuse. Il nomme quelqu'un d'autre. Ça crée une situation de crise. D'abord, il avait nommé et puis il a dégagé. Et oui, finalement, c'est juste après l'accord de Lomé. En 2014. Et aujourd'hui, c'est le même problème qui est là. La guerre en interne au sein de ce parti PAIGC qui est l'ancien parti de... qui a eu l'indépendance en 2014. Alors qu'il suffisait seulement qu'ils s'entendent. C'est ça parfois aussi l'être humain. Et pourtant ce pays revient de ce pays extrêmement pauvre. Les gens se cherchent, les gens peinent à trouver leur quotidien. Alors que les acteurs se retrouvent, s'acceptent et jouent le jeu démocratique, les voilà en train de... Et puis ce pays, n'oublions pas qu'il est vraiment régenté par... des groupes puissants de trafiquants de drogue. Et je crois que dans le rapport même... Quand tu disais qu'ils sont pauvres, je me dis, j'étais un peu tiqué. Non, bon, oui, la pauvreté, oui, mais on peut pas... Le trafic de drogue ne permet pas... ne crée pas la richesse dans un pays. Et on a même cité dans le rapport qu'il y a un réseau de trafic de drogue qui part de la Guinée-Bissau, ça chute vers... ça passe vers le Sénégal et ça chute vers le Mali. Et donc c'est justement donc c'est ce réseau, cette nébuleuse qui opère, qui permet donc, je ne sais pas si c'est eux qui tiennent le président Emmanuel Valls ou c'est plutôt qu'est-ce qui se passe véritablement dans ce pays. Moi je crois que les gens là-bas, la population marche fatiguée parce que entre-temps l'ancien premier ministre ou bien le président du PAIGC avait organisé des marches. Ça n'a rien donné. Lui aussi, des gens qui se réclament de sa mouvance également ont marché. Finalement,
il tient les choses, mais comme l'a dit mon confrère, j'espère qu'un beau matin, un groupe de militaires, comme ils savent vraiment le faire, ne va pas le cribler de balles. Et ce serait vraiment dommage que ce pays peine à retrouver sa stabilité, alors qu'il y a la CEDEAO qui, depuis, joue un rôle, mais je crois que la CEDEAO n'arrive pas à s'imposer. Et moi, je crois que la CEDEAO avait prévu des sanctions contre certains acteurs. Mais je crois qu'il faut maintenant passer à l'acte pour les amener vraiment à arrêter vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Germain, avec la situation que l'on voit actuellement, cette inimitié déjà entre José Mario Vach et son Premier ministre Domingos Simoes Pereira, qui également est candidat avec beaucoup d'autres, est-ce que la CEDEAO est conscient que ce pays est toujours sur de la braise? Oui, ce pays est instable, c'est connu, mais en même temps, la CEDEAO aussi ne va pas prendre la place des acteurs bissau-guinéens parce que la CEDEAO ne peut que faire de la médiation. Et vous entendez de plus en plus des acteurs politiques pointer du doigt la responsabilité de la CEDEAO, s'attaquer à certains pays comme le Sénégal, de soutenir dans le président Vaz, donc dans ces dérives. Mais il faut que les Bissau-Guinéens se parlent. Il ne faut pas attendre toujours que ce soit la CEDEAO. Ça a été fait en avril dernier ici à Lomé. Il y a eu une solution, mais la CEDEAO ne va pas toujours venir dicter ce qu'il y a à faire. Là, actuellement, il y a des élections qui se préparent. La CEDEAO envoie une commission d'experts qui a travaillé un peu sur le fichier électoral, mais il y a des acteurs qui demandent carrément un nouveau recensement. C'est ce qui n'est pas possible, envisageable, en tout cas du point de vue du gouvernement. La CEDEAO n'est qu'une organisation. C'est-à-dire que tous les pays membres ne sont pas sous la tutelle de la CEDEAO. Ils sont membres, ils peuvent même quitter l'organisation quand ils le veulent, ils ne sont pas véritablement liés. Et je pense qu'il y a certains acteurs qui fuient leurs responsabilités et veulent faire porter le chapeau à la CEDEAO. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'il y a, c'est la CEDEAO, c'est le Sénégal et un certain nombre de choses. Mais le pays a ses habitudes, et vous l'avez dit, les gens sont habitués à venir au pouvoir par des assassinats, par des coups d'État. Bon, heureusement, lui, il a fini son mandat. Il n'a pas voulu se faire avoir comme François Hollande en France, à qui on soumettait des primaires dans 5 ans et qui a préféré plutôt s'écouter. Il a juste contourné. Il est allé. Et maintenant, il y a plusieurs anciens premiers ministres, d'ailleurs, qui sont candidats. Il y a 5 candidats en France. Notre souhait serait que véritablement il soit vivant au moment de l'élection, que cette élection-là se passe et qu'on voit de manière un peu plus démocratique et on voit qui en sortira, donc vainqueur. Après, vous savez, les processus électoraux dans nos pays sont après émaillés de violence, après il y a des crises post-électoral, on espère qu'il n'en sera rien. Mais son mandat est fini. Et depuis, il n'est pas parti. On le soupçonne d'ailleurs de vouloir créer une crise et de vouloir mettre en place un gouvernement. Prolongation. Donc, alors, sans parti politique derrière lui, est-ce qu'il a vraiment une chance? Même s'il est président sortant. Vous savez, il y a quand même une formule là qui m'est revenue. Celle de Bongo. Celle de Bongo, voilà, qui dit on n'organise pas des élections pour le perdre. Vous savez, le monsieur, tout compte fait, il est encore là, c'est lui qui va organiser. En tant que président, il est vrai qu'il a fini son mandat, mais du fait donc de la crise de profit, donc pour ne pas avoir un vide constitutionnel, il est là. Donc, sûrement que il y aura quand même ces éléments, quelqu'un de ces éléments sûrs, dans des lieux sûrs. Voilà, donc il risque donc de passer, sauf que bon, les partis qui sont aussi derrière lui n'ont pas aussi trop d'audience et tout ça. Mais bon, on verra d'autant plus que bon, en réalité son parti qui est là, qui existe depuis donc le parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, c'est ce parti là qui a beaucoup plus donc d'influence dans le pays. Maintenant que le monsieur c'est l'ancien défi de battre maintenant l'ancien parti, je crois que s'il arrive à le faire, ce serait également l'hécatombe donc pour ces partis-là.
Mais, du moins, le monsieur est là. Donc, quand on connaît un peu l'Afrique et on connaît la manière dont les choses se font, je me dis que peut-être qu'il y aura fraude, mais ça va passer comme sur des roulettes. Maintenant, sauf qu'il y a la culture dans ce pays où on prend vite les armes. Donc, on verra que s'il a également la force militaire de son côté, je crois qu'il est tranquille, il sera tranquille. Mais un VAS, face au PAIGC, qui est un parti-État quasiment, ça va être difficile. Hein? Non, au fait, c'est ça l'enjeu ou l'incertitude dans sa démarche. Parce que, abandonné par son parti qui l'avait positionné pour être président de la République, et maintenant, il se met en situation de guerre ouverte contre ce parti qui est un poids lourd, qui constitue un parti tellement très important, et que on se demande s'il peut s'en sortir, quelle que soit cette petite marge de manœuvre sur lesquelles il veut s'appuyer. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Parce que son premier ministre ou bien le président du parti, qui est également candidat, Domingue Pereira, mais ce n'est pas un garçon de course, ou bien ce n'est pas un petit gars. Il est aussi très influent et très puissant. Maintenant, comme nous le disons tantôt, est-ce que lui, c'est lui qui a les militaires de son côté, ou c'est le président actuel qui a les militaires, ou chacun a son groupe de mains? Bon, reconnaissons quand même qu'il y a la force de la CEDEAO qui est là. Je crois que si cette force joue sa partition, son impartialité, je crois qu'ils peuvent éviter ces velléités d'assassinat et de crimes. Maintenant, est-ce qu'il peut avoir cette marge de manœuvre de se soustraire des militants de ce grand parti qui avait voté pour lui, et qu'aujourd'hui se met en opposition contre ce parti? Je crois que c'est vraiment là la difficulté. Mais peut-être comme il est au pouvoir, il sait que, bon, il peut s'appuyer sur certaines sensibilités ou certains groupes. Bon, on a parlé de ces petits partis, mais est-ce que ces petits partis pèsent? Mais bon, comme on l'avait dit, on a organisé une marche également. Il a organisé un meeting. Et ce n'était pas les moutons qui étaient là. C'est les Bissau qui étaient là. Donc, il veut s'appuyer sur ses partisans, ou ceux qui l'acceptent, ou le soutiennent dans sa démarche, et également ces petits partis. Bon, on attend de voir. Jamais pourquoi peut-être la CEDEAO ne s'impose pas, par exemple, même dans l'organisation de l'élection, et comme on l'a vu, je crois que c'est en Guinée, avec le général Siaka Sangare, qui a dirigé la commission, la CEDEAO peut organiser les élections au niveau de la Guinée. Moi, je pense que ce n'est pas un bon exemple depuis les indépendances. On a vu un peu en Côte d'Ivoire, ça c'est carrément l'ONU qui a organisé l'élection. Jusqu'ici, on ne sait pas qui de Gbagbo ou de Ouattara a gagné cette élection. Donc, la guerre s'en est suivie. Donc... En Guinée, Alpha Condé qui avait que 19. Oui, donc, le fait qu'on a cherché un président de la commission électorale au Mali à l'époque pour venir le faire, pour un résultat qui finalement n'a pas été aussi... Non, mais dans le cas de la Guinée-Bissau, connaissant la situation très tendue du pays, bon, la CEDEAO la place sous tutelle simplement et lui organise une élection. Non, je me rappelle, le Togo en 58, c'était le truc là. C'était l'ONU qui avait organisé. Avant les indépendances, bon, que des gens viennent organiser une élection dans un pays. Mais depuis les indépendances, moi je ne pense plus que c'est une bonne chose. Et ça a été fait en Côte d'Ivoire. Parce que la France aussi a pesé de son poids et tout ça. Mais les résultats n'ont pas été... C'est comme si c'était une élection organisée par les Ivoiriens eux-mêmes, puisque finalement la vérité des urnes n'est pas connue. Donc ici, moi je pense que le président Bass a quand même réussi à finir son mandat, ce qui est exceptionnel dans ce pays. Donc, pour moi, il a quand même un soutien derrière. Et donc, qu'il peut stabiliser ce pays, encore faudrait-il qu'il remporte de manière plus ou moins transparente les élections. Maintenant, la CEDEAO a une mission militaire là-bas, il y a des experts électoraux qui sont là-bas, qui accompagnent le processus. Et on a vu que de plus en plus la CEDEAO a quand même réussi des prouesses depuis l'épisode en Gambie. Donc on a quand même vu qu'on a une communauté économique à l'État de l'Afrique de l'Ouest qui, sur le plan politique,
devient de plus en plus efficace et donc a réussi un premier coup en avril dernier ici à Lomé à régler cette crise-là avec la nomination d'un Premier ministre consensuel donc à l'époque. Et je crois que dans cette voie-là, la CEDEAO va pouvoir accompagner ce processus-là donc en Guinée-Bissau et qu'à l'issue de ce scrutin, qu'il n'y ait pas trop de contestation et que le pays se stabilise. Si Mario Vaz, par un hasard, réussissait à gagner, la crise n'est pas résolue. Parce qu'il a une assemblée dominée. Il a une assemblée dominée par le PAIGC qui va lui imposer encore Simoes Pereira. Oui, justement. Et qu'il va encore refuser. Tout compte fait, je ne maîtrise pas trop leur constitution, mais je ne sais pas si quand même le président a cette prérogative quand même de dissoudre l'Assemblée. Je ne sais pas parce que dans certains pays, le président quand même a cette prérogative de dissoudre l'Assemblée. Mais si, au moins après un an, je crois. Justement, mais si il garde cela, je crois que le monsieur peut jouer le jeu. Il peut vouloir jouer le jeu avec lui, mais quand ce temps va arriver, il peut quand même prétester un certain nombre de choses et vouloir dissoudre pour avoir la même mise. Ou peut-être décider donc d'organiser un référendum. Il y a quand même des astuces là des chefs d'État ne serait-ce pour modifier les choses et pour être libre pour avoir la main. Donc, ça va peut-être signer son arrêt de mort. Oui, mais sauf que s'il arrive jusqu'à présent, parce que déjà il a fait un exploit, c'est de terminer son mandat, ça veut dire que derrière il commence déjà à avoir une certaine base, une certaine assise politique. Maintenant, si derrière lui, comme on le dit, on sait que en fait c'est les militaires qui jouent donc la grande partition dans ce pays. S'il a quand même la crème donc des généraux, des militaires derrière lui, je crois que le monsieur peut se permettre tout, il peut se permettre tout et continuer. Mais si on doit prendre peut-être en l'état, c'est la manière dont les choses se présentent aujourd'hui, même s'il gagne, il aura quand même des adversaires donc au niveau du Parlement. Mais maintenant, à ce niveau-là, je crois que le moment venu, il cherchera quand même la manière de passer par. Finalement, Dominique, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Guinée-Bissau? Que Vaz gagne ou que le PAIGC gagne? Que les deux s'entendent. Voilà. Rien ne peut réussir là-bas si c'est de poids lourds. Je parle de Domingue, Pereira et Mario Vaz ne pouvaient s'asseoir, s'entendre. Là, je crois. Mais s'ils sont dans la dynamique d'affrontement, de guerre ouverte entre eux, je crois que la crise est encore partie pour longtemps. D'accord. Peut-être qu'il faut maintenant que la CEDEAO puisse maintenant sévir. S'il y a lieu de prendre des sanctions, on va aller à la pause, il faut le faire. On va aller à la pause, la grande, et on revient dans 10 minutes.